Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je me présente, mon nom est Gabrielle Granger, je suis chargée de projet aux événements chez Genium 360. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être connectés avec nous ce midi pour cette conférence qui vous aidera à évaluer vos besoins et à choisir les produits d'assurance vie adaptés à votre réalité. La présentation va durer environ 45 minutes. Elle sera suivie d'une période de questions. Je vous invite donc à nous transmettre vos questions tout au long de la conférence via le module Q&A de Zoom. On va poser les questions les plus populaires à notre conférencière à la fin de la période de questions. J'aimerais remercier notre partenaire Manuvie pour ce webinaire. Grâce à eux, les membres de Genium 360 ont accès à des offres très intéressantes sur tous les programmes d'assurance vie. Je vous invite à consulter la section privilèges du site web de Genium 360 pour en savoir plus. Sur ce, je vais céder la parole dès maintenant à Nathalie Martel, qui est présidente des services financiers chez Assurance Martel et Ménard Inc. Bon webinaire! Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de me joindre à vous et de vous parler d'une de mes passions, en fait, l'assurance vie. Je ne veux pas faire de vous des férus en assurance vie, loin de là, mais je vais tout simplement vous aider à vous donner des bases aujourd'hui pour vous aider à apprécier les produits que vous détenez actuellement et ou à vous aider dans vos démarches pour atteindre une sécurité financière encore meilleure et que vous soyez capable d'avoir des outils pour prendre de meilleures décisions. Alors, allons-y tout de suite. Aujourd'hui, l'ordre du jour est la suivante. Je vais vous donner quelques définitions. On va comprendre ce que sont les bénéficiaires révocables et irrévocables dans les testaments, conjoints de fait. On va démêler ça. On va regarder une analyse de besoins, en fait, ce qu'on a comme outil, nous, les conseillers, pour vous aider à décider des montants d'assurance que vous devez détenir pour la sécurité financière de vous et de votre famille en placement du revenu pour les impôts. On va voir ça. Et ensuite, on va voir aussi les différents types de contrats en assurance vie. Allons-y tout de suite. Donc, j'ai plus de 20 ans d'expérience, je suis à Assurance Martel et Ménard, j'avais un père avant moi, et donc, comme tout le monde, et en fait, on cumule plus de 50 ans d'expérience dans le domaine des assurances. Alors, je me sens un peu comme Obélix dans la potion. Je connais très bien mon milieu, le marché associatif effectivement également. Qu'est-ce que l'assurance vie? On commence par la définition de base. En fait, c'est un dispositif par lequel l'assureur va s'engager en contrepartie des primes que vous allez payer à verser un capital à un bénéficiaire désigné en cas de décès, en cas de sinistre. Le capital assuré est un montant souscrit. Il est toujours libre d'impôt. Le souscripteur, on peut le nommer différemment, propriétaire, preneur, titulaire du contrat, ce sont tous les mêmes, ça réfère tous à la même personne ou au même schéma. Bénéficiaire, c'est celui qui va recevoir le capital d'essai finalement. Allons au bénéficiaire. Le bénéficiaire d'un contrat en assurance vie est toujours révocable. Donc, le propriétaire du contrat se prévaut du droit de le remplacer en tout temps. En général, tous les bénéficiaires sont révocables, à moins qu'il soit clairement stipulé qu'il soit irrévocable. Lorsqu'on désigne un bénéficiaire de façon irrévocable, le titulaire doit obtenir le consentement du bénéficiaire pour permettre un changement. Il est important de noter qu'au Québec, un conjoint marié depuis 1976 ou uni civilement depuis 2002 est désigné comme bénéficiaire irrévocable d'office. Alors, si vous détenez un contrat en assurance vie et vous ne voulez pas qu'il y ait une irrévocabilité dans la désignation, vous devez absolument mentionner que vous désirez qu'elle soit révocable. S'il n'y a aucune mention à cet effet-là, le bénéficiaire marié, uni civilement ou marié, depuis ces dates, sera un bénéficiaire irrévocable. La désignation des ayants droit, des héritiers légaux et de la succession dans un contrat est toujours révocable.
En désignant un bénéficiaire irrévocable dans un contrat, vous vous assurez qu'il n'y aura pas de saisie, admettons que vous feriez faillite, par exemple, parce que les syndics pourraient se dire, bien écoutez, s'il y a une valeur de rachat, il y a un côté investissement dans un contrat, on pourra aller chercher ce montant-là pour aider à payer les dettes. Mais en nommant un bénéficiaire irrévocable, on se prémunit contre cet état-là. Où désigne-t-on un bénéficiaire? Alors, on peut le faire dans la proposition d'assurance, dans un formulaire de modification ou dans le testament. La désignation est toujours faite. En fait, la compagnie d'assurance qui vous a assuré va toujours regarder dès l'annonce de votre décès les documents qu'elle a en présence et ça va faire foi du versement du capital assuré. Dans un testament, la révocation et la désignation doivent être clairement stipulées et il doit vraiment, idéalement, là, que vous indiquiez le numéro de la police, que vous indiquiez votre bénéficiaire. C'est tellement plus simple à l'ouverture du testament. Si le bénéficiaire décède avant la vie assurée, on peut nommer un bénéficiaire en sous-ordre. Alors, allons-y. Alors, moi, je nomme mon conjoint comme bénéficiaire à mon contrat d'assurance vie, mais il me prédécède. Alors, si j'ai indiqué des bénéficiaires subsidiaires, ça va aller directement aux bénéficiaires subsidiaires, donc à mes enfants, par exemple. J'ai oublié aussi de vous mentionner tout à l'heure par rapport aux conjoints mariés unis de fait. Dites-vous toujours que admettons que vous êtes conjoint de fait vous prenez un contrat d'assurance vie, notez toujours que votre conjoint de fait est bénéficiaire révocable. Bien souvent, ces termes-là sont galvaudés. On pense toujours qu'étant donné qu'on est conjoint de fait depuis plus d'un an et qu'on nomme notre bénéficiaire, c'est comme si on était mariés ou unis civilement. C'est pas le cas. C'est vraiment mariés, unis civilement, sinon conjoint de fait, bénéficiaire d'office et révocable. Donc, revenons à nos bénéficiaires subsidiaires. Alors, il y a aussi une possibilité de nommer un titulaire subrogé ou subsidiaire. Alors, admettons que je prends une assurance vie sur la tête de mon enfant et que je suis la propriétaire payeur du contrat. Je pourrais nommer le papa, mon conjoint, comme titulaire subrogé ou subsidiaire. Alors, si je décède, le contrat va directement aller à mon conjoint et donc il continuera à payer les primes et à prendre soin de cette assurance-là. Une nomination de bénéficiaire fait en sorte que d'office, ça ne la rentre pas dans le testament, dans la succession. Alors, si vous avez des contrats en assurance vie temporaire ou permanente, où vous avez nommé un bénéficiaire désigné directement, à votre décès, la compagnie d'assurance va directement payer les sommes aux bénéficiaires. Il n'y aura aucunement une somme d'argent qui va être dans la succession et donc les versements seront habituellement beaucoup plus rapidement. On dit à peu près, tout dépendant des montants, là, mais une dizaine de jours, c'est réglé. Alors donc, ça protège aussi en fait que si les héritiers devraient renoncer à la succession parce qu'il y a trop de dettes, ben on ne perdrait pas les montants d'assurance vie, ils seraient directement aux bénéficiaires désignés. Ça l'aide aussi à aider les bénéficiaires à payer les derniers frais, ça l'aide aussi à payer, admettons, la maison, pour pas que les bénéficiaires, je pense à des enfants bénéficiaires d'un contrat d'un parent, ça l'aide aux enfants à payer les impôts, derniers frais, attendre que la maison soit vendue et aider à subvenir aux besoins de la succession. Donc, c'est vraiment très, très pratique de nommer des bénéficiaires à des contrats de façon désignée, précise. Le bénéficiaire peut aussi être un parent, c'est-à-dire, non, attendez-moi 2 secondes, je reviens, parce que je vous parle et je ne suis pas tout le temps mes diapos. Je m'excuse infiniment. OK, on y va. Il est possible aussi de nommer vos bénéficiaires mineurs, donc vos enfants. Si les parents sont survivants, ce sera les parents qui vont, le parent survivant. Donc, admettons que moi, je décédais, j'ai nommé mes enfants bénéficiaires mineurs de mon contrat en assurance vie. Sera le papa qui va pouvoir être le tuteur des sommes.
s'il y a plus que 40 000 qui constituent le patrimoine de l'enfant, alors là, le père ou le parent survivant devra fournir annuellement, jusqu'à la majorité, un rapport annuel pour montrer qu'il prend bien soin des sommes en présence. C'est sûr que le testament pourra toujours mieux protéger vos enfants, surtout à déterminer des âges, parce que si vous avez des bons montants en assurance vie, peut-être qu'il n'est pas judicieux de laisser à un enfant de 18 ans dès sa majorité la somme complète du capital assuré. Alors, il est toujours peut-être plus pertinent de le noter dans un testament et donc de fixer des dates à des âges déterminés où il y a remise des intérêts du capital assuré. Pour bien déterminer les besoins en assurance vie, de toute façon, c'est une règle en conformité pour les conseillers. On doit analyser vos besoins en cas de décès. Alors, les besoins à combler, bon, c'est donc remplacer le revenu en cas de besoin pour vous et votre conjoint. Rembourser les dettes, la dette hypothécaire. Bien souvent, on veut rembourser la dette hypothécaire en totalité ou la demi-indivise si nous possédons les deux une résidence. Payer les derniers frais, payer les impôts au décès, constituer, conserver ou maximiser le patrimoine familial, équilibrer une succession, faire un don. Bien souvent, il y en a qui veulent faire un don, ou aussi, on peut parler de rachat de parts d'entreprise, tout dépendant des ententes entre associés. Les analyses de besoins sont de multiples formes et toutes les compagnies d'assurance en offrent. L'Autorité des marchés financiers aussi en offre une. Mais en fait, c'est toujours en fait la même base d'analyse. En fait, au début, on regarde les fonds dont on aurait besoin pour couvrir les frais liés au décès ou les dettes. Alors, on regarde les prêts hypothécaires en présent, les prêts, les cartes de crédit, les marges, les créances personnelles. Et on ajoute à ça les derniers frais, les frais successoraux. Ensuite, on regarde en deuxième lieu les besoins pour combler le revenu afin d'aider la famille à subvenir à ses besoins pendant une certaine période de temps. Exemple, votre revenu est de 100 000 et celle de votre conjointe est de 50 000 ou l'inverse. Vous avez deux jeunes enfants âgés respectivement de 1 an et de 3 ans. En cas de décès, vous convenez avec votre conjointe que pendant 20 ans, jusqu'à la majorité des enfants, vous aimeriez laisser 50 de votre revenu en remplacement de celui-ci pour aider la famille, les études, le soin de garde et pour maintenir le rythme du niveau de vie. Selon des tableaux actuariels qui sont toujours fournis dans les analyses de besoins, admettons qu'on tient compte d'un taux d'intérêt minimum compte tenu de l'inflation de 3 %. Voyez-vous, il vous faudrait pour pendant 20 ans 744 000 en assurance vie. Alors, pour laisser 50 000 à la famille en remplaçant votre revenu, pour combler et aider la famille, il vous faudrait 744 000 en assurance vie. À cela, donc, on a les dettes. On a ce montant-là en remplacement de revenus. À ça, on diminue ou on roule au conjoint survivant. On diminue les placements, les CELI, l'argent liquide, puis les montants d'assurance vie. Et là, ça nous donne un total ou ça nous donne une meilleure idée de ce qu'on a de besoin en assurance vie. Type d'assurance vie. Alors, on peut avoir plusieurs contrats de types différents. Individuels, comme tout le monde connaît. Alors, on s'assure individuellement pour une personne. On peut s'assurer avec notre conjointe. Donc, bon, ce que ça donne, en fait, c'est tout simplement d'économiser un frais de contrat, parce qu'il y a des frais de contrat à tous les contrats d'assurance. Alors, si on met deux assurés sur la même police, bien, on économise un petit peu d'argent. On a un conjoint premier décès. Alors là, on est plus attaché, là, finalement, avec l'autre assuré. C'est-à-dire que le versement du capital assuré sera fait au premier décès d'un des conjoints et le contrat va s'annuler. Et on voit aussi un conjoint deuxième décès, c'est beaucoup plus pour les fins successorales, impôts au décès. Lorsque les deux conjoints décèdent, il y a un montant d'argent pour aider la succession à fermer les livres.
on a de l'assurance vie temporaire, de l'assurance vie permanente. Et dans l'assurance vie permanente, il y a 3 styles d'assurance: universelle, vie entière et vie participante. Et bien souvent, on peut voir un hybride, donc des contrats avec un volet assurance vie permanente et assurance vie temporaire. Naturellement, lorsque je vous parlais tout à l'heure de l'analyse de besoins, et je vous disais, bon, si on laisse 50 000 $ pendant 20 ans à la famille en remplacement de notre revenu, ça nous donne 744 000 $ de capital d'essai nécessaire. Vous allez me dire, oh là là, c'est beaucoup. Mais c'est pour ça que l'assurance temporaire existe. L'assurance temporaire est là parce qu'elle n'est pas dispendieuse et elle est là pour aider dans la période active de notre vie. Alors, en fait, visualisez comme l'assurance permanente qui est de la base qu'on garde la vie durant. Et à cela, on ajoute une courbe et c'est l'assurance vie temporaire. Alors, quand on est jeune, la famille, la maison, les dettes, on a un gros train de vie. Alors là, l'assurance vie temporaire peut être à son pic. Et ensuite, plus on avance en âge, on a des placements, on a fini de payer la maison, les enfants quittent de la maison, on a besoin de moins en moins d'assurance vie temporaire et idéalement, tout ce qu'on veut, c'est ne plus payer d'assurance vie à notre retraite et avoir la base qui subsiste. Alors, ça m'amène à l'assurance vie temporaire. Comme je vous disais, c'est simple, c'est souple, c'est abordable, c'est pas cher et ça nous aide vraiment, vraiment, vraiment pendant la période active. De plus, l'assurance vie temporaire, ce que je voudrais vous mentionner, c'est que c'est comme un filet de sécurité. En fait, vous me dites, ben moi, j'ai pas beaucoup d'argent dans le volet assurance. Je veux bien m'assurer pour sécuriser mes enfants, ma famille et je suis pas capable pour l'instant de m'acheter ou de prendre un contrat d'assurance vie permanente parce que c'est quand même beaucoup plus dispendieux. Alors, vous allez me dire, ben OK, on va y aller pour de l'assurance vie temporaire, mais qu'est-ce qu'il y en est si d'ici 4-5 ans, j'ai un cancer, mon assurabilité est ternie, je vais juste avoir de l'assurance temporaire, mais l'assurance vie temporaire va vous offrir, et cela dans tous les contrats, une possibilité de transformation sans preuve de santé, tout ou en partie en assurance vie permanente. Alors, vous avez toujours un filet de sécurité avec le temporaire. Autre question qui m'est souvent demandée, alors c'est pour ça que je voulais vous présenter cette diapo-là concernant l'assurance vie temporaire, c'est quelle est la différence entre une assurance vie hypothécaire via mon institution financière et l'assurance vie temporaire. Parce que, vous le savez, si vous détenez une résidence ou un chalet, vous allez me dire, ben on va faire une assurance vie et on ne m'a quasiment pas donné le choix. Il fallait vraiment adhérer à une assurance vie contre le prêt. Vous avez toujours le choix, soit dit en passant. Vous pouvez toujours annuler en tout temps votre assurance avec les institutions financières. Et voilà les différences. Alors, l'assurance vie temporaire va vous aider, bon, toujours avec la famille, l'éducation, remboursement des dettes. Et l'assurance vie hypothécaire ne rembourse que l'hypothèque. Alors, admettons que vous avez un montant et le montant de couverture, vous n'avez pas le choix, c'est l'hypothèque. Tandis que l'assurance vie, dans un contrat d'assurance personnelle, bien, c'est vous qui décidez à l'aide d'une analyse de besoins ou de façon discrétionnaire le montant que vous désirez. Avec le courtage, vous en êtes le propriétaire, mais avec l'institution prêteuse, c'est elle qui est la propriétaire du contrat. Le capital assuré demeure le même dans le temps avec un contrat personnel, tandis que le capital assuré diminue selon le solde de l'hypothèque avec une institution prêteuse. Et vous payez toujours pour le capital nominal. Le contrat demeure en vigueur en autant que vous payez la prime naturellement. Et si vous perdez la couverture, dès que l'hypothèque est liquidée avec l'institution, si vous achetez une nouvelle maison, si vous changez de prêteur, on recommence à zéro et donc vous perdez cette couverture. Comme je vous disais, vous pouvez l'assurance vie la transformer en tout temps. Vous pouvez vous en servir pour tout autre besoin lorsque c'est un contrat personnel. Alors, si vous vendez votre maison, vous en achetez une autre, vous avez un contrat personnel, ça peut servir à votre nouvelle hypothèque. Tandis qu'avec une institution financière, comme je vous disais, on recommence et donc, vous avez de nouvelles exigences. Les taux
en assurance personnelle sont calculées selon votre âge, votre sexe, votre statut non-fumeur. Et il y a des primes bien souvent selon les volumes d'assurance qui sont offerts selon les bonnes habitudes de vie et une bonne santé. Les taux sont garantis et sont fixes dans le temps. Tandis que les taux pour l'assurance avec l'institution financière sont identiques pour tous les clients du même âge. L'assurance vie permanente. Il y a 3 types d'assurance vie permanente. L'assurance vie universelle, l'assurance vie entière et l'assurance vie participante. L'assurance vie universelle offre 2 volets. Donc, nous payons une prime au contrat. Une partie sert à payer votre coût d'assurance et l'autre à accumuler des sommes. Alors, c'est comme une hybride de assurance vie et placement. Le coût d'assurance peut être nivelé au croissant. Alors ça, écoutez, normalement, pensez que le coût d'assurance est nivelé. Alors, c'est comme une assurance temporaire sans valeur de rachat que vous achetez dans un contrat permanent, mais dont vous décidez d'avoir un fonds de capitalisation à l'intérieur que vous gérez de façon active. On peut mettre ça dans des obligations, on peut mettre ça dans des actions, on peut mettre ça dans un fonds monétaire, par exemple. Et toutes les sommes qui sont accumulées dans le contrat sont accumulées à l'abri de l'impôt et seront versées à la succession ou à un bénéficiaire désigné en cas de décès et de façon libre d'impôt. Alors, cette assurance combine assurance vie, placement à l'abri de l'impôt, intérêt composé et versé directement à des bénéficiaires ou à la succession de façon libre d'impôt. Il faut un profil d'investisseur pour ce type de contrat-là parce que ça nécessite de votre part une gestion active. L'assurance vie entière, quant à elle, n'a pas ce volet-là de placement. L'assurance vie entière est très simple. On achète une assurance vie, soit qu'on paie la vie durant, soit qu'on paie pendant 10 ans, 20 ans, par exemple. Les primes sont garanties et après cette période de paiement-là, le contrat est complètement payé et libéré de toute prime. Vous pouvez le laminer et il vous appartient. Personne ne peut vous demander d'autres primes sur ce contrat-là. Alors, ça, c'est pour les gens qui ont un petit peu plus d'argent. Vous désirez vous prendre une assurance vie entière en plus de votre temporaire. Et vous dites, ben moi, Mme Martel, je désire ce contrat-là, je vais le payer pendant 20 ans et ensuite, j'ai 45 ans, 65 ans, mon contrat m'appartient, j'ai plus de primes à payer et ça servira à payer les derniers frais, l'impôt et à conserver le patrimoine familial. Dans l'assurance vie entière, il y a une petite exception. On parle d'une temporaire 100 ans. C'est parce qu'en fait, on la considère comme une assurance vie permanente parce qu'elle dure la vie durant. Mais il n'y a aucune valeur de rachat dans ce contrat-là. Parce que qui dit vie entière dit qu'il peut y avoir des valeurs de rachat. Donc, en cas d'annulation du contrat, bien, on pourrait avoir un montant d'argent. En fait, pensez toujours que la comparaison meilleure que je pourrais vous donner entre une assurance vie temporaire, une assurance vie entière, qu'elle soit universelle, vie entière ou participante, c'est comme si on aurait une location de voiture versus un achat de voiture. Alors, normalement, on loue la voiture, on achète du temporaire, on remet la voiture, on n'a pas plus d'argent, mais on a été bien servi pendant la durée du contrat. Comme une temporaire, on loue un capital assuré, on est bien servi pendant la location du capital assuré, on n'a plus besoin de ce contrat-là, alors on termine le contrat et on n'a pas plus d'argent. Tandis que dans l'assurance vie entière, il y a toujours un volet où est-ce qu'on peut accumuler des valeurs et donc, si jamais on doit annuler le contrat, on n'en a plus besoin, on a gagné à la loto, on a des immeubles, on n'en veut plus, on a assez d'assurance comme cela, bien, vous pouvez au moins avoir une partie des sommes que vous avez investies dans les contrats.
Le dernier contrat dont je veux vous parler, c'est des vieux contrats, c'est des vies participantes et ça refait vraiment bonne figure maintenant dans les marchés. Ça coûte toujours un petit peu plus cher qu'une vie entière ou une vie universelle parce qu'il y a un volet placement, mais qui ne nécessite pas de votre part une gestion active. Alors, vous avez des primes garanties, vous avez une protection d'assurance vie garantie, vous avez des valeurs de rachat. Vous pouvez aussi avoir des valeurs, arrêter de payer le contrat, par exemple, et avoir un certain montant d'assurance vie qui subsiste. Et vous avez toujours un potentiel d'obtenir des participations à toutes les années. Donc, selon, en fait, les investissements de la compagnie, selon la saine gestion de la compagnie d'assurance, vous pourriez avoir des participations. Toutes les participations qui sont versées peuvent être versées sous forme de capital assuré et c'est toujours garanti. Alors, c'est un contrat qui pourrait être très, très avantageux parce qu'il nous permet, admettons, d'avoir un 100 000 d'assurance vie de base et si vous avez 45 ans et à l'âge de 85 ans, vous pourriez vous retrouver avec 300 000 d'assurance vie sans avoir eu à faire quoi que ce soit parce que ça fait comme boule de neige et les participations aident à augmenter le capital assuré. J'ai terminé, je vous dis, ça va très, très rapidement. J'ai terminé de vous parler des différents contrats. Ingénieur Canada offre cette année, je dois vous le dire rapidement, c'est le 75e anniversaire, hein, ça fait déjà un bon bout de temps, et offre, pour souligner cet événement, une offre de réduction d'un taux de 75% sur toute nouvelle couverture. Alors, ça va jusqu'au 31 mars, pendant l'année, donc, qui reste, vous auriez 75% de la prime en réduction. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi aller sur le site, vous pouvez m'appeler et on pourra discuter, mais c'est quand même gentil là, de leur part de faire profiter et de célébrer de cette manière-là leur 75e anniversaire. Je vous remercie. Je ne sais pas si c'est allé trop vite. En tout cas, moi, je suis libre pour toutes répondre à vos questions. J'espère que c'était quand même assez clair. Oh là là! Merci beaucoup, Nathalie. On peut passer à la période de questions. Fait que je vais commencer à la première. En fait, on nous a demandé qu'est-ce qui arrive avec mes REER lors de mon décès. Alors, les REER sont, si vous avez un conjoint ou une conjointe, le REER est roulé au conjoint ou à la conjointe sans paiement d'impôt. Et si vous décédez et vous avez nommé vos enfants, par exemple, bénéficiaires de votre REER ou vous n'avez pas de bénéficiaire, les REER vont aller à vos enfants et là, vous allez payer 50%, ils vont payer le 50% d'impôt là-dessus. Là. Alors, il faut prévoir un montant d'assurance vie pour combler l'impôt à payer pour pas que le gouvernement aille chercher comme, par exemple, la moitié de vos REER accumulés. Parfait, merci. Prochaine question, on nous demande comment est calculée la prime à la suite de la fin de la promotion de Manuvie. Alors, c'est tout simple, c'est même à l'intérieur de la brochure. C'est vraiment très, très, très limpide. Ingénieur Canada a toujours été très limpide là-dessus. On a les primes dans la brochure, on peut les calculer ensemble de toute façon. Ça recommence comme à l'habitude. Parfait. On nous demande la promotion pour les ingénieurs et d'une durée de combien de temps? Alors, la promotion va se terminer à la fin avril prochain, à la fin mars prochain, étant donné que nous, nos années de facturation et nos années d'assurance sont toujours au 1er avril. Parfait. On demande pourquoi les primes permanentes sont-elles plus dispendieuses que la prime temporaire? Parce qu'en fait, il y a toujours le volet valeur de rachat et valeur garantie, et c'est une assurance qui va être maintenue la vie durant. Alors, la temporaire, par définition, n'est que pour une certaine période de temps. On voit des temporaires 10 ans sur le marché, temporaires
15 ans sur le marché, 20 ans, 25 ans maintenant et 30 ans. Mais il n'y a pas aucune valeur. Si vous annulez la protection, vous n'aurez absolument rien. Alors, c'est vraiment comme une location de capital. Alors, c'est pour ça que c'est beaucoup moins dispendieux qu'acheter un contrat en assurance vie qui, donc, est plus dispendieux. Parce qu'il est la vie durant, il y a des valeurs de rachat, des garanties, etc. Parfait, merci. On a quelqu'un qui nous demande qu'est-ce que vous entendez par participation? Participation, en fait, c'est que vous avez des droits au profit de l'entreprise ou, admettons, je vous donne un exemple. J'ai une compagnie d'assurance avec laquelle vous faites affaire et vous avez justement acheté un contrat vie participante. Le contrat vie participante prévoit que tous les profits de tous les participants à la vie participante, les primes, parce que vous payez une certaine prime, vont être investis, admettons, dans un bloc d'obligations du CHUM à Montréal. C'est des blocs d'obligations 20 ans, par exemple. Alors, les primes qui sont générées par les contrats d'assurance sont placées avec ces obligations-là. La compagnie fait l'argent. La compagnie aussi fait des profits énormément. Et à la fin de l'année, après avoir payé, admettons, les dividendes aux actionnaires, les frais inhérents, les deuxièmes assureurs, vont donner des participations, vont donner comme sous forme le profit, finalement, ils vont le répartir aux membres payeurs et on appelle ça des participations. C'est beaucoup plus compliqué que ça dépend des compagnies, mais c'est ce qu'on appelle des participations. On peut les utiliser en bonification d'assurance, comme je vous disais, donc le capital assuré va augmenter avec les participations. On peut même voir à les avoir sous forme de liquidité. Il y a plusieurs formes de participation qui peuvent être signées dans les contrats d'assurance. Mais dites-vous tout simplement que c'est une police d'assurance vie avec investissement non actif, donc pas de gestion active, et qui va vous permettre de voir un accroissement habituellement de votre capital assuré dans le temps. Merci beaucoup. On nous demande, est-ce qu'il y a des assurances-vie qui contiennent des volets assurance maladie grave? Oui, bien, en fait, oui, on peut prendre une assurance vie temporaire ou permanente, mais avec des avenants qu'on appelle une garantie ou un avenant en assurance maladie grave. Tout dépendant de ce qu'on désire comme contrat en assurance maladie grave, bien souvent, les avenants vont être sous forme temporaire. Un temporaire 10 ans, comme une assurance vie temporaire. Là. Une assurance vie d'un terme 10 ans, 20 ans, par exemple. Si vous désirez un contrat en vie temporaire, en maladie grave, pardon, avec des remboursements de primes ou avec des paiements limités, alors là, il faut vraiment penser à prendre des contrats individuels. Merci beaucoup. On a deux questions un peu plus sur l'assurance vie de Manuvie. En fait, on nous demande si la promotion est seulement pour les ingénieurs qui sont inscrits à Ingénieurs Canada ou c'est pour tous les ingénieurs provinciaux aussi. Il faut être membre, il faut être un ingénieur. Oui, il faut être juste un ingénieur là, attitré à la province. OK, parfait. Cette question est un peu plus longue, je vais la lire. Avec l'assurance de Manuvie, la prime augmente à chaque année, contrairement à une prime fixe pour un contrat de 20 ans standard. Ou bien la prime est elle aussi fixe pour 20 ans avec l'assurance de Manuvie en fonction de l'âge à laquelle le contrat est octroyé. Bon. Alors, avec Manuvie, les primes augmentent aux 5 ans. Alors, les primes sont graduées aux 5 ans avec Manuvie. Il faut voir, si vous me dites, ben moi, j'aurais besoin sur une période de 20 ans une assurance vie. Alors, on va calculer à tous les 5 ans. On va faire une moyenne, puis on verra à ce moment-là si le temporaire est plus d'actualité pour vous, un temporaire 20 ans qu'une prime graduée. Il faut faire l'exercice, en fait. Parfait. Mais ça vous permet des économies de primes, bien souvent, je m'excuse, parce que vous voyez, temporaire 20 ans, vous allez payer une prime fixe pendant 20 ans. Et bon, avec un temporaire 5 ans, par exemple, vous allez payer moins, vous comprendrez au début,
les 5 premières années, ça va augmenter les 5 autres prochaines années, 5 autres prochaines années. Alors, il faut aussi calculer l'économie de prime qu'on fait pendant les séquences de 5 ans. Parfait. Pourriez-vous nous parler un petit peu plus de la distinction si on transfère les CELI aux enfants versus aux conjoints de fait lors du décès? Ben, le CELI, c'est vraiment du liquide. Alors, il n'y a aucune implication fiscale. Donc, que vous le transfériez à vos enfants ou à votre conjoint, il n'y a aucune implication parce que c'est de l'argent liquide, c'est comme un compte. Il n'y a aucune implication. Donc, vous faites comme vous le désirez. Excellent, merci. On nous demande si on peut annuler en tout temps les couvertures en assurance vie hypothécaire auprès de son institution financière. Absolument. Vous pouvez annuler en tout temps. Moi, je vais toujours vous dire de vous assurer d'être assuré ailleurs, là, pour pas qu'on tombe entre deux chaises. Mais il n'y a aucune obligation. Vous pouvez annuler vraiment en tout temps. Excellent. On nous demande si on a une assurance vie présentement avec Manuvie qui est temporaire, qu'on aimerait la convertir en assurance vie permanente. Comment on fait? Bien, vous appelez votre conseiller en sécurité financière et vous lui demandez une possibilité de transformer. Normalement, le minimum est de 50 000 de transformation et c'est dans un contrat en assurance vie universelle. Mais il y a toujours possibilité de transformer sans preuve de santé. Parfait. Et finalement, l'autre question, est-ce que c'est préférable d'adhérer à une couverture en assurance vie temporaire optionnelle avec son employeur ou c'est mieux d'avoir un contrat personnel? Bon, écoutez, j'ai justement écrit un article dernièrement là-dessus. C'est très, très bien avec l'employeur parce que vous n'avez pas de preuve de santé à fournir au moment de l'adhésion, naturellement. Mais si jamais vous quittez cet employeur-là, vous perdez toutes vos ressources parce que vous n'aurez plus de protection. C'est à recommencer. Donc, oui, ça peut être un bon complément à une assurance collective, mais ça ne remplacera jamais une assurance individuelle parce que ça vous donne vraiment beaucoup de liberté. Puis ça ne coûte pas nécessairement plus cher parce que l'assurance collective, elle va augmenter aussi avec l'âge et ça n'augmentera pas nécessairement selon vos besoins parce qu'on va vous offrir, oui, avec votre collectif, une possibilité d'augmenter vos couvertures, mais il y aura toujours une preuve d'assurabilité à fournir. La base est sans preuve, mais les montants souscrits optionnels sont avec preuve. Alors moi, je vous conseille, prenez une base, mais allez prendre dans l'individuel une couverture qui va vous donner la libre liberté, que vous soyez avec votre employeur actuel ou non. Merci. On aimerait savoir aussi, une fois rendu à la retraite, est-ce que vous suggérez de mettre fin à une assurance vie temporaire ou de la conserver? Bien, écoutez, les assurances vie temporaires sont généralement jusqu'à l'âge de 80 ou 85 ans. Ça dépend tellement de vos besoins. Normalement, si vous me dites, bien, j'ai 55 ans, j'ai pris une assurance vie temporaire 30 ans qui va durer jusqu'à 85 ans et que vos besoins sont encore là, allons-y. Mais moi, je me dis, tout dépendant de votre situation, peut-être serait bien de la diminuer aussi, tout dépendant des besoins à combler, de l'impôt à payer, de la succession, de votre patrimoine familial qui est à conserver également. C'est vraiment propre à chacun. Il faut vraiment analyser la planification successorale pour voir ce qui est pertinent. Mais c'est sûr que le temporaire, jusqu'à 85 ans, si vous en avez besoin, pourquoi pas, allez-y, continuez là. Parfait. Si je reviens à l'assurance vie temporaire de Manuvie, est-ce qu'elle peut avoir une prime qui diminue dans le temps? Non. Non, la prime est comme affichée sur nos brochures. La seule diminution qu'on peut... Ben oui, il y a une diminution, c'est-à-dire, mais avec le volume d'assurance. Alors, si on prend un certain volume d'assurance, il y a une diminution de 5-10 %, mais en fait, ce ne sera pas calculé sur les preuves d'habitude de vie et de bonne santé.